Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour ce réveil sur la thématique du stationnement. Alors, je vais vous demander avant de commencer, s'il vous plaît, de tous couper vos micros. Donc, normalement, ils sont coupés à la vidéo. On va attendre encore peut-être une minute Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je crois que c'est bon, tout le monde a coupé son micro. Donc, nous allons pouvoir commencer. Donc, pour ce réveil sur le stationnement, nous allons procéder en deux parties. Donc, pour la première partie, Marlène et moi, nous allons vous présenter des éléments de cadrage en plus généraux sur le stationnement et sur les politiques de stationnement. Et ensuite, donc, Monsieur le maire de Malaucène présentera son retour d'expérience sur la commune de Malaucène. Donc, tout d'abord, une petite question. Donc, vous pouvez y répondre sur le fil de discussion si vous le souhaitez. À votre avis, donc, quelle est la part de la circulation automobile qui est causée par les voitures qui recherchent une place de stationnement? Alors là, on parle vraiment à l'échelle nationale, à l'échelle française. Est-ce que c'est plutôt 1%, 2 à 5% ou 5 à 10%? Alors, la réponse était donc la dernière, 5 à 10%. Effectivement, la part de la circulation urbaine engendrée par les véhicules en recherche de stationnement est assez élevée. Donc, c'est non négligeable, notamment pour une politique donc, de circulation à l'échelle d'une commune, puisque voilà, 5 à 10%, c'est quand même un chiffre très important. Et également, pourquoi aujourd'hui nous parlons du stationnement? Donc, nous parlons du stationnement parce que la voiture, ça prend énormément de place dans la ville. Donc, une voiture au sol, ça prend à peu près 10 mètres carrés. Si on rajoute à cela toutes les voies d'accès à la place, etc., on est à 25 mètres carrés, alors qu'un vélo, par exemple, lui, représente moins de 1 mètre carré. Également, ce qu'on observe souvent, c'est qu'il peut y avoir une différence donc, entre ce qui est perçu et des faits, donc entre la réalité et la vision des habitants et des commerçants. Donc, on vous a mis ici l'exemple de la commune de Rouen, qui a effectué des enquêtes auprès de ses commerçants et auprès de ses clients. Et donc, la même question leur a été posée, quels sont les freins au shopping? Alors, pour les commerçants, comme vous pouvez le voir, 78% ont répondu pas assez de stationnement, alors que les clients, eux, n'ont pas du tout eu la même réponse. C'est-à-dire que pour eux, justement, le frein au shopping, c'était trop de bruit, trop de circulation. Alors, le pas assez de stationnement est également cité, mais il arrive uniquement en deuxième avec 20%. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles ou sur le même ordre d'idées. Donc, bon, ça a été une enquête qui a été réalisée à Rouen. Si on prend des exemples plus locaux, nous avons également donc, réalisé cet exercice sur la commune du Thor, lors d'un travail que nous avons effectué sur le commerce. Et alors, on a à peu près les mêmes résultats en termes de pourcentage. Donc, la question qui a été posée aux commerçants était, en matière d'aménagement urbain, qu'est-ce qui pourrait inciter les clients à venir plus souvent dans le centre-ville? Pour les commerçants, c'est 65% qui ont cité plus de places de stationnement, alors que les clients, un peu comme sur l'exemple de Rouen, ont cité en premier plus de végétation, donc à 25%. Le plus de places de stationnement est également cité, mais arrive uniquement en seconde position et à 24% donc des répondants. Et on a voulu retester encore une fois, donc on a refait l'exercice sur deux autres communes, donc, qui sont Pernes-les-Fontaines et Sorgues. Alors là, nous n'avons pas interrogé les commerçants, mais uniquement les habitants. Et on retrouve, encore une fois, à peu près les mêmes résultats. On voit bien que en fait, le stationnement n'est pas forcément la priorité des clients ou des personnes qui se promènent dans la ville ou qui vont faire du shopping. Donc, à Sorgues, on peut voir que le flux de stationnement atteint uniquement 3% des demandes. Et Pernes-les-Fontaines, ça représente uniquement 12%. Ce qui arrive en premier, c'est souvent, par exemple, sur Pernes, plus de végétation. Et sur Sorgues, plus de bars et de restaurants, suivis tout de suite après par plus de végétation. Donc, on voit bien que les demandes elles ont changé ces dernières années et donc les habitants ils veulent un cadre de vie un peu plus apaisé et plus vert. Également, encore une fois, pour aller un peu plus loin que les idées préconçues, les distances en fait, que l'on réalise entre sa voiture et le commerce ne sont pas du tout appréhendées de la même manière. Souvent, on a l'impression que quand on va dans un centre commercial, donc vous pouvez le voir sur l'image en haut à gauche, qui est donc au comté sur la zone du champ,
Ben, on se dit, je vais me garer, et puis après, je vais aller dans mon centre commercial, et puis je suis à proximité de mon commerce, je ne vais pas du tout marcher. Alors qu'on peut bien voir sur ces 4 petites images, bah, en fait, quand on va au centre commercial, on gare sa voiture, mais c'est toujours un petit peu loin du centre. Après, on arrive dans le centre, et puis on fait tout le tour des centres commerciaux qui sont très, très étalés. Et donc, par exemple, sur cet exemple-là, on a 850 mètres à pied. Quand on prend des exemples de centre-ville, donc comme Vedène, Caumont, Le Thor, on voit que finalement, on va marcher moins, même si on a l'impression que la place de stationnement est éloignée du commerce dans lequel on va. Et enfin, donc, pour arriver sur les éléments qui sont indispensables à une politique de stationnement réussie, on a 6 maillons. Ces 6 maillons, ils sont très importants. Si un n'est pas respecté, on ne va pas pouvoir mettre en place une politique de stationnement efficace. Donc, quels sont ces maillons? On a tout d'abord la connaissance. Donc, la connaissance, ça va permettre de connaître les usages, les dysfonctionnements, les atouts de sa commune, et du coup, de mettre en place une politique qui est adaptée aux enjeux de sa commune. Ensuite, on a le volume de l'offre, donc on va en parler un petit peu plus tard, on va voir comment ce volume de l'offre, on peut le calculer, mais qui va vraiment avoir des conséquences importantes en matière de régulation des déplacements. Quand on connaît ces 2 éléments, on peut mettre en place une réglementation. Donc la réglementation, ça va être, elle va avoir pour objectif de favoriser certains usagers sur d'autres, de mettre en place des places donc avec des durées limitées ou pas. Ce qui peut également s'accompagner du 4e maillon de la tarification, mais ça ne correspond pas à tous les types de communes. Pour que ces éléments fonctionnent, il faut mettre en place la surveillance, sinon ça n'est pas respecté. Et également, il faut mettre en place la concertation et la communication pour faire adhérer le public et les habitants à cette nouvelle politique de stationnement et pour qu'elle soit respectée et qu'elle fonctionne. Donc, on va s'arrêter un petit peu sur les 2 premiers éléments qui sont la connaissance et le volume de l'offre. Donc, par exemple, là, nous avons une place que des élus nous ont demandé de réaménager. Donc, les demandes étaient de faire plus de stationnement ou autant de stationnement et de végétaliser. Cependant, on ne peut pas proposer un réaménagement en regardant uniquement ce qui se passe sur cette place. La volonté ici a été de voir ce qui se passait à l'échelle de la totalité de la commune. Donc, pour vous expliquer très rapidement ce plan, donc les différentes couleurs que vous voyez, donc on est sur le centre-ville élargi. Donc, les poches qui sont dessinées en noir correspondent à un taux d'occupation supérieur à 80%. Donc, c'est sur une place qui est voilà, très, très occupée par le stationnement. Le rouge, on est entre 50 et 80% d'occupation. Le orange, on est entre 20 et 50. Et le jaune, on est à moins de 20%. Donc, quand on est en jaune et orange, la place est plutôt sous-occupée. Quand on est en noir, c'est très fortement occupé. La place dont on parlait tout à l'heure, elle se situe ici, sur cette poche qui est en noir. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'à l'échelle du centre-ville élargi, on n'est pas en manque de place. C'est uniquement que toutes les voitures vont stationner plutôt sur une place que sur l'autre. Alors ici, ça peut s'expliquer par le fait que cette place-là, elle est très visible. Il y a certains commerces qui sont à proximité, alors que cette place-là qui est en orange, qui est plutôt sous-utilisée, mais qui est uniquement à 5 minutes à pied de celle-ci, en fait, elle n'est pas visible parce qu'elle est en contrebas, elle n'est pas aménagée, elle n'est pas surveillée. Donc, les gens n'ont pas forcément tendance à aller s'y stationner, alors que ça pourrait être très intéressant de reporter du stationnement de cette place-ci sur celle-ci pour justement faire un réaménagement avec de la végétalisation et en donnant une plus grande part aux modes actifs. Donc, on va maintenant passer à la 2e partie. Je laisse la parole à Marlène. Alors, je vais prendre le relais du coup d'Annie sur la question de la réglementation et en fait, on va parler ici de tout ce qui est zone bleue ou stationnement à durée limitée. Donc, du coup, la mise en place de zones bleues, elle permet vraiment de favoriser une rotation et donc de libérer de l'espace de stationnement. Il faut savoir qu'une place de stationnement gratuit accueille généralement 1 à 2 usagers par jour, alors que si on a une place en zone bleue ou payante, elle va accueillir 4 à 8 usagers par jour. Donc, on peut vraiment créer plus de possibilités de stationnement sans créer de places supplémentaires parce qu'on va limiter les voitures ventouses. Il y a plusieurs étapes pour la mise en place d'une politique de stationnement à l'échelle d'une commune. Et la première étape, c'est d'adapter le type et la localisation du stationnement au type d'achat. Donc, il faut savoir qu'un usager ou un client des commerces ne marchera pas plus longtemps que la durée de son achat. Donc, du coup, ça veut dire que on peut se permettre d'avoir des parkings un peu plus éloignés pour s'adresser à des clients qui vont aller vers un restaurant ou vers des magasins de vêtements où généralement
on reste un peu plus longtemps. Par contre, sur des usagers de petits commerces de type presse, boulangerie, les usagers vont vraiment avoir besoin de se garer à proximité de ces commerces-là. Donc, du coup, c'est là où on pourra travailler sur des zones bleues avec des durées assez limitées, comme des zones bleues, enfin, minutes. Voilà. La deuxième étape pour mettre en place une politique de stationnement, c'est de limiter la place du stationnement en centre-ville pour retrouver un cadre qualitatif. Donc l'idée ici, c'est pas forcément de réduire à l'échelle de la commune le nombre de places de stationnement, mais plus de les réorienter, de les limiter à proximité du centre-ville en mettant en place un stationnement en zone bleue ou payant, justement pour permettre une meilleure rotation à proximité des commerces, et de créer, en aménageant ou en agrandissant des parkings, des zones de stationnement en périphérie des centres. Donc là, ce qui est important ici, c'est vraiment pour donner envie aux gens de venir s'y garer, de aménager ces places de stationnement et de créer des itinéraires pour rejoindre le centre-ville en mode actif. On vous a mis ici des exemples de communes, que ce soit Avignon ou Apt, mais il y en a plein d'autres, qui ont supprimé à proximité directement du centre-ville ou dans le centre-ville des places de stationnement, et ça a permis vraiment de recréer des espaces publics qualitatifs et agréables. Donc il faut savoir que la plupart des communes qui ont mis en place ce genre de projet, ils ont pu avoir un lever de bouclier de la part des commerçants, etc., lorsque le projet a été lancé, mais aujourd'hui, au vu de la qualité de vie gagnée, personne ne voudrait revenir en arrière. Et la troisième étape pour la mise en place d'une politique de stationnement, c'est le fait d'aménager des liaisons agréables et ombragées entre les zones de stationnement périphériques et les centralités. Là, on parle vraiment de la perception de distance, en fait. Effectivement, plus on va accepter de marcher plus longtemps si on a des cheminements agréables, ombragés, hein, surtout dans notre région, alors que si on est sur des trottoirs assez étroits, à proximité de routes passantes, les usagers vont moins avoir envie de marcher plus longtemps. Alors, un petit schéma pour synthétiser un petit peu tous nos propos. Donc, avec la mise en place d'une politique de stationnement globale, on va passer vers des centres-villes apaisés où la place de la voiture est moins importante. On conserve quand même des places de stationnement à proximité des commerces, mais en zone bleue pour permettre une meilleure rotation. Et l'idée est d'aménager des espaces de stationnement un peu plus en périphérie des centres-villes, avec vraiment un traitement qualitatif de ces espaces de stationnement et des cheminements doux pour parvenir jusqu'en centre-ville. Juste pour zoomer sur la question de la qualité des aménagements et notamment de la végétalisation, avec le rôle de la végétalisation dans la limitation des phénomènes d'îlots de chaleur urbains. On peut vous présenter ici deux petits schémas qui permettent d'illustrer ça. Donc, on a ici le schéma d'un site, d'un parking complètement minéral, sans présence de végétalisation. Et ici, au contraire, un espace où on a de la végétation, des arbres, où on a des espaces non imperméables. Et on voit qu'on peut avoir une différence de température entre ces deux sites, de température ambiante de 10 degrés. Si on regarde la température sur la carrosserie des voitures, on a des différences de température de presque 30 degrés. Donc, on voit vraiment le rôle de la végétalisation au-delà de la qualité que ça peut amener sur les questions d'îlots de chaleur urbains, très importants dans nos régions en plus. Donc, on en a fini de nos propos introductifs. Donc, juste pour vous dire que vous pourrez retrouver tous ces éléments sur une publication que l'on a réalisée et que vous pouvez télécharger sur le site de l'agence. Donc maintenant, on va passer le relais à Monsieur le maire de Malaucène pour vous présenter un cas concret de la mise en place d'une politique de stationnement un peu globale à l'échelle d'une commune. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc merci d'être présent aujourd'hui. Moi, je vais vous parler un petit peu des actions que l'on a menées
donc ensemble sur notre commune. Je vais vous faire, je pense, un petit peu l'historique et après, peut-être que Sarah prendra ou complétera ou vous également. Donc, Malocène, donc on a été choisi petite ville de demain en 2021 et suite à ce choix-là, donc on a mené plusieurs actions à travers ça sur notre commune. La première, c'était celle dont on va parler aujourd'hui, c'était le stationnement. Sur Malocène, on a environ 2900 habitants aujourd'hui et l'été, on passe à plus de 6000. Donc, on est devenu une commune qui est très touristique, où c'est qu'il faut qu'on puisse accueillir les gens dans de bonnes conditions, tout en préservant et en gardant, je veux dire, le cadre de vie de nos Malocéniens tout au long de l'année. Et effectivement, l'été, quand on arrive donc à partir du mois d'avril, on a énormément de gens qui viennent stationner ou se garer sur notre commune, partent en vélo, faire le tour du Mont Ventoux ou autre, et reviennent le soir. Donc, la problématique que l'on rencontrait sur Malocène, c'était ces personnes-là qui venaient stationner donc, dans notre cœur de village ou surtout sur notre place, qui occupaient les places toute la journée, qui repartaient le soir. Donc, ce qui veut dire qu'on réduisait le nombre de places dans notre centre et que les gens qui vivent ou qui viennent y promener avec, et faire leur achat, puisqu'on a quand même un centre commercial qui est à l'intérieur, posait problème. Et on a réussi à identifier grâce à cette étude qui est vraiment très bien faite et où il y a eu un très bon travail de fait, et vraiment je vous remercie, c'est qu'on a pu recenser donc, sur 2 jours. Sur 2 jours, on a fait des comptages le 15 juillet et le 28 juin, où c'est qu'on a pu se rendre compte combien de véhicules y stationnaient, combien de véhicules ventouses étaient sur les parkings et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour pouvoir l'améliorer. Donc, dans ces comptages, on a 480 places. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même aujourd'hui de la capacité à accueillir du monde chez nous. On a 83 véhicules ventouses de recensés. Donc, il fallait que, suite à ces 2 études-là, un rapport des places que l'on a, voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour pouvoir améliorer notre stationnement. Donc, on a des zones qui ont été identifiées, où c'est qu'à travers ces zones identifiées, quelles actions on peut mener. Donc, les actions menées, c'était, on a quand même déjà une zone bleue qui est sur la place centrale avec une durée de stationnement qui est de 1h30. Et après, on avait des parkings qui étaient donc en périphérie, qui n'étaient pas forcément indiqués et pas forcément également utilisés. Donc, pour pouvoir optimiser au maximum notre stationnement, nous avons identifié donc toutes les places et les endroits qui pouvaient accueillir des véhicules. Nous avons travaillé sur un stationnement zone bleue sur 2 endroits qui étaient donc aujourd'hui, on va dire, remplis ou qui étaient le plus occupés, qui sont donc la place principale, avec une durée de stationnement de 1h30, et le parking de l'église, qui lui est en permanence rempli et ne permet pas aux riverains ni aux commerces qui sont à proximité de pouvoir accueillir des gens pour pouvoir stationner. Donc, le parking de l'église, lui, n'était pas en zone bleue, il était en stationnement libre. Donc, aujourd'hui, l'idée, à travers le travail qui a été mené, c'est ce parking de l'église, de le passer en stationnement, donc en zone bleue, mais pour une durée de 3 heures, et également de permettre aux résidents qui vivent dans le centre ancien de pouvoir, à travers une carte résident, stationner également tout au long de l'année sans être verbalisé et sans avoir des contraintes comme cela engendre. Donc, je pense que cet endroit-là, il était important de pouvoir y travailler dessus. C'était pour répondre déjà à un besoin, parce qu'on a surtout un besoin qui est local. Alors, effectivement, le tourisme, il en faut, mais il ne faut pas oublier les gens qui vivent dans nos communes. Je pense que c'est la base et c'est essentiel pour nous. Donc, à travers ces cartes résidents, ça permettrait à ces personnes-là de pouvoir se garer au niveau du parking de l'église
et comme vous avez pu le voir, tout autre en périphérie, puisqu'on va créer également une autre zone à 1h30 et des zones 15 minutes pour favoriser nos commerces. Donc, ça permettrait de répondre à un besoin. Et pour y répondre, effectivement, nous avons besoin de signalétique, puisqu'aujourd'hui, nos parkings ne sont pas forcément indiqués. Il faut qu'on puisse, quand les gens se présentent, que ce soit côté nord ou côté sud, côté Carpentras ou côté Vaison, pouvoir indiquer très rapidement l'emplacement des parkings qui sont des parkings longue durée, sans stationnement, sans zone bleue, pour qu'ils puissent se garer et profiter après de leur journée pour aller promener sur notre territoire. Donc tout ce travail mené, toutes ces études nous ont permis, chose qu'on n'avait pas auparavant, de se rendre compte que déjà on avait 480 places de disponibles, qu'on avait des parkings qui étaient libres tout au long de l'été et très très mal utilisés parce qu'ils n'étaient pas du tout indiqués. Donc ça va permettre d'accueillir les gens dans des endroits, on va dire, réservés sur de la longue durée, tout en étant en périphérie de Malaucène, parce qu'on est quand même à pied à moins de 5 minutes. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut se garer tranquillement et remonter à pied à travers des cheminements piétonniers qu'on va devoir créer et indiquer. Donc voilà, ça c'est le parking que l'on a du cimetière. C'est qu'on va pouvoir y mettre des bornes et indiquer les gens, leur indiquer par où il faut circuler pour se rendre dans le centre ancien. Au-delà de ça, dans cette réflexion qui est faite, effectivement, parce qu'on a un travail quand même global qui est fait sur Malaucène, puisque le choix est fait de réhabiliter notre centre ancien pour y redonner de la vie à l'intérieur. Donc ces parkings-là, une fois qu'ils seront indiqués, ça permettra de faire transiter les gens à travers le centre ancien pour se rendre dans le centre de Malaucène et sur la place centrale aujourd'hui, où c'est qu'on a tous nos commerces qui y sont. Moi, ce que je pourrais rajouter dans cette analyse qui est vraiment, comme j'ai pu le dire au départ, qui est vraiment très bien faite et qui a permis qu'on puisse se rendre compte du potentiel que l'on avait, mais qui n'était pas forcément utilisé, et surtout ce comptage de véhicules où c'est qu'on entend régulièrement par nos riverains on n'a pas de place de stationnement, c'est compliqué pour se garer, on n'y arrive plus. Alors, effectivement, on se rend compte qu'en pleine saison, c'est très compliqué parce qu'on a beaucoup de touristes, mais qu'on peut quand même y remédier à travers des actions, et notamment des actions qui vont être mises en place sur le travail en zone, donc en zone bleue, sur de la durée de 1h30 à 3h, sur donc des cartes résidents pour les gens qui vivent en centre-ville, pour qu'ils puissent leur permettre de se garer à proximité de leur habitation. Et puis, ces parkings en périphérie qui n'étaient pas forcément indiqués, où c'est qu'on va y créer de la vie, du passage pour se rendre à l'intérieur de Malaucène. Donc, c'est vraiment une étude qui a du sens, qui était très attendue par nous élus, puisque, bon, on se projetait sur le développement de notre commune, mais pour pouvoir la développer, il faut qu'on puisse accueillir les gens dans de bonnes conditions. Et à travers ce qui a été proposé, c'est ce qu'on va mettre en place dès cette année. Je pense qu'on va pouvoir accueillir les gens dans de bonnes conditions, tout en respectant, et j'y tiens énormément, tout en respectant les gens qui vivent à l'année. Parce qu'aujourd'hui, il est essentiel qu'on puisse respecter ceux qui vivent à l'année et qu'on accueille les touristes correctement. Sarah, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, juste le principe, je me permets, d'une méthodologie qui est particulièrement, qui a été particulièrement appréciée, enfin en tout cas dans cette technique, dans un premier temps, de rationaliser et de donner une approche très quantifiée finalement à travers ces comptages d'occupation, mais aussi de rotation en période estivale, et puis
d'adosser ces comptages à une priorisation des actions. Évidemment, on ne peut pas mener de front à la fois le sujet réglementaire, signalétique. Donc, l'idée, c'était de vraiment se donner les priorités sur les poches de stationnement les plus problématiques, celles qui avaient été identifiées avec des véhicules ventouses vraiment très, très présents. Donc, rajouter que finalement, c'était une étude et un support pour une politique beaucoup plus globale, puisque quand on parle de stationnement et de politique de stationnement, on va toucher également, comme on l'a vu notamment sur l'action sur le parking du cimetière, à la végétalisation, à comment on peut mieux accueillir les véhicules, au-delà de les rendre plus accessibles. Donc voilà, c'était finalement une approche très globale de l'aménagement à travers un prisme qui est le stationnement. Donc un retour d'expérience particulièrement positif sur cette étude-là. Merci beaucoup pour votre témoignage à tous les deux. On va passer au temps de questions-réponses, si vous le voulez bien. Donc, si vous avez des questions, je vois qu'on en avait déjà une. Donc, sur la réglementation des zones bleues qui sont particulièrement difficiles à contrôler. Donc, c'est vrai que ce que je disais au début, on a des maillons qui sont indispensables pour la politique de stationnement. Si on met en place des zones bleues, il faudra forcément qu'il y ait le contrôle, donc par la police. Et également la concertation. Donc, celles qui fonctionnent le mieux sont souvent celles qui ont été concertées, donc avec l'appui de la population et surtout leur expliquer pourquoi on met en place ces zones bleues, à quoi ça sert. Et ça sert justement à faire que les commerces fonctionnent mieux, qu'il y ait une meilleure rotation. Et certaines communes, par exemple, mettent en place des flyers. Donc, elles distribuent donc, des flyers à leurs habitants, qui explique que dans peut-être 15 jours, un mois, nous allons mettre en place ces zones bleues. Ces zones bleues servent à ça, donc etc. Ce qui permet déjà une meilleure acceptation. Et également, malheureusement, c'est souvent le seul moyen, c'est ensuite d'avoir des campagnes. Par exemple, certaines communes mettent en place des campagnes d'amende. Donc, pendant une semaine, tous les jours, la police vient et ça devient respecté au fur et à mesure si la concertation n'a pas été suffisante. Bonjour, excusez-moi, Aude Angland de la mairie de Carpentras. Je me permets juste d'intervenir au niveau des zones bleues, puisque sur Carpentras, on a mis en place des zones bleues il y a quelques années. Et en termes de communication et d'action envers les habitants, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait distribué un badge zone bleue spécifique dans chaque Carpentras magazine et distribution gratuite en mairie. Et on avait également fait un lien vers le site de la ville pour confectionner son propre disque bleu. Donc, voilà, il y avait un côté un peu pédagogique aussi. Et surtout, on avait offert les disques bleus à tout le monde. Ça avait eu énormément de succès puisque tout le monde était venu en récupérer. Donc, ça, c'était une action qui ne coûte pas très cher et en même temps qui permet de sensibiliser et qui fait un pas en avant. Et les zones bleues, vous aviez, donc suite à cette distribution gratuite, est-ce qu'elles ont été bien respectées? Oui, elles sont respectées. Après, on est vraiment sur des secteurs très particuliers, sur tout ce qui va être les places en centre-ville. Alors, sur Carpentras, on a quand même une politique de stationnement qui est primordiale et qui est assez dense. Moi, pour m'occuper des commerces, de la relation avec les commerçants, c'est un retour qu'on me fait régulièrement sur le manque de places de stationnement. Et pour le coup, je trouve ça très intéressant, les présentations que vous nous avez faites au tout début, parce que moi, ce sont des éléments qui me serviraient bien sur la relation avec les commerçants, pour le coup. Mais on a mis en place des zones bleues uniquement sur le centre-ville, enfin sur les places dans le centre. Tous les parkings en périphérie sont gratuits et on a des zones bleues sur certains tronçons du tour de ville. Voilà. D'accord. Merci pour... Et on a également des places minutes qui sont mises en place, notamment au niveau de tout ce qui est à proximité directe des boulangeries. Voilà, on a certains stationnements 15 minutes à côté des banques, des boulangeries, etc. D'accord. Et c'est vrai que quand on a fait les études, par exemple, sur Mazan et Malocène, en tout cas, nous, on s'est rendu compte que les places bleues étaient respectées parce que la rotation était très bonne comparée à d'autres parkings gratuits. Donc, oui. La plupart, c'est quand même respecté, la zone bleue, même si ça n'est pas pour tout le monde.
La zone bleue, alors nous sur Carpentras, c'est pas mal respecté. Après, en effet, il faut, au-delà de la communication en amont de la prévention, il faut à un moment donné passer par le volet répression s'il y a des débordements. Donc en effet, il faut une mobilisation de la police municipale si la collectivité en a une. Et après, il y a bien entendu toujours quelques débordements. Moi, je pense notamment, c'est quelque chose qui a été reproché pendant quelques années à des commerçants qui se garaient devant leur commerce sur la zone bleue et qui, toutes les 1h30, allaient tourner leur disque. Mais ça reste une poignée. Et nous, pour notre part, quand on avait des commerçants qui venaient se plaindre en disant « Oui, mais celui d'à côté, il fait ça », et d'une, on allait le verbaliser quand c'était possible. Hein, si le disque il est bon, on ne peut pas le verbaliser. Après, on essayait d'aller discuter avec le commerçant. Puis au bout d'un moment, c'était « Écoutez, c'est votre voisin, donc si vous n'êtes pas content, allez en discuter aussi entre vous. » C'est ça aussi de vivre en collectivité. Voilà. Mais ça, ce sont vraiment des anecdotes. Voilà. Il y a justement une autre question sur les places de type dépose minute, à savoir comment on traduit ce type de place concrètement dans la réglementation. Donc en fait, il s'agit vraiment de places en zone bleue avec une durée plus limitée que les autres. Oui, les communes sont vraiment libres de choisir la durée de la place bleue. Donc, ça peut aller de 15 minutes à 1h30 à 3 heures. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément montré dans la présentation, mais ce qui est important pour les zones bleues, c'est que ce soit très lisible, très facilement par l'automobiliste et qu'il sache directement, là, je peux rester 15 minutes, etc. Donc, ne pas hésiter à jouer avec les couleurs, par exemple, les places de dépose minutes qui peuvent être d'une autre couleur, mais également certaines communes, et ça marche très bien, marque au sol, donc devant les places, la durée. C'est-à-dire que, par exemple, devant certaines places, il y aura écrit 1h30, devant d'autres 4 heures. Mais comme ça, l'automobiliste sait directement combien de temps il va pouvoir rester. Et est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, il n'y en a pas forcément de nouvelles. N'hésitez pas à prendre la parole hein, si vous avez des questions spécifiques. Oui, Christian Royer, donc le tort. En effet, donc le ressenti entre les commerçants et les usagers donc, est différent. Hein, les commerçants, c'est tout à fait ceci. Ils manquent beaucoup de places de parking et très souvent, ils se garent devant leur magasin, ce qui n'est pas tout à fait le cas donc, des citoyens lambda. Un point que l'on étudie, c'est qu'on est en train de restructurer complètement le centre-ville. Donc, évidemment, dans les projets, on a réduit le nombre de parkings et pour les externaliser en dehors. Le point qui est important, c'est un peu ce que vous avez fait apparemment sur Malocène, c'est vraiment d'avoir une signalétique compréhensible par les automobilistes, hein, y compris des fois pour les habitants de la commune, quoi, qui ne savent pas toujours qu'il y a tel parking à tel endroit. Quoi. Et ça, en effet, c'est un travail, c'est un point où on travaille et qui n'est pas toujours évident. Et puis, il faudra en effet beaucoup de pédagogie pour le faire comprendre à tout le monde. Et par rapport au travail qui a eu lieu aussi sur Malocène, ce qui pouvait être intéressant, c'est pas forcément de mettre des panneaux de signalétique vers tous les stationnements, toutes les poches de stationnement, mais vraiment de renvoyer les gens vers les poches de stationnement qui sont peu utilisées, et qui sont plutôt en périphérie. Et puisque celles qui sont en centre-ville, les gens iront de toute manière tout le temps. Donc voilà, les diriger vraiment sur celles vers lesquelles on veut les diriger. Et pour revenir aussi au tort, c'était très intéressant l'enquête sur les commerçants qui avaient été réalisés. Et il y avait eu beaucoup de réponses, donc plus de 400 réponses, notamment des habitants. Donc les pourcentages que je vous ai montrés tout à l'heure sont quand même assez représentatifs. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. A priori, il n'y a plus de questions sur le chat. N'hésitez toujours pas si certaines personnes veulent parler directement pour poser leurs questions. Alors, il y avait une réflexion aussi sur le stationnement en zone d'activité qui pouvait aussi poser des problèmes. C'est vrai que là, aujourd'hui, on a abordé le stationnement en centre-ville, le stationnement vraiment public.
Oui, bonjour Marlène. En effet, mais en zone d'activité, il s'agit aussi de stationnement public. Et nous avons des difficultés, notamment sur des garages qui utilisent le stationnement public pour éventuellement stocker des véhicules qui ne sont pas en état de marche, mais ça peut se voir aussi en centre-ville. Alors, je ne sais pas si d'autres communes sont confrontées à cette problématique et s'ils ont trouvé une solution pour stopper ces digressions. C'est bien sûr du domaine public, hein, sur du stationnement public qu'on rencontre ces problématiques. Voilà. On met en place pour éviter le stationnement en ventouse des arrêtés municipaux qui fixent la durée maximale en fait, de stationnement sur le stationnement public. Donc ça peut être 24 heures, 48 heures, une semaine. Et ensuite, si l'arrêté n'est pas respecté, la voiture peut être enlevée. Donc certaines communes ont mis ça également en place. Donc, peu la font appliquer, mais voilà, s'il y a une vraie volonté politique, c'est une des solutions. Merci. Et il y a également un levier qui peut être, dont on n'a pas parlé aujourd'hui non plus, dans le plan local d'urbanisme, sur la réglementation sur les places de stationnement lors de la création d'activités ou de logements. Il y a une petite partie dans la publication qui traite également de ce sujet, mais c'est assez synthétique. Est-ce qu'on a encore des questions? Alors, il est possible d'avoir le lien de la présentation, donc la présentation pourra être vue en replay, et puis on a aussi réalisé une petite publication qui reprend tous les éléments de la présentation que l'on a fait aujourd'hui en introduction, donc vous pouvez aussi la télécharger sur le site internet de l'agence. Je peux remettre le lien sur le chat, comme ça vous pourrez aller la voir directement. Et nous n'avons plus de questions. Nous pourrons vous souhaiter une bonne journée et nous vous remercions beaucoup d'avoir participé à ce réveil sur la question du stationnement. Si vous pensez à des questions dans la journée ou dans la semaine, n'hésitez pas à nous contacter, donc Marlène ou moi, et on pourra vous répondre sans problème. Et merci encore au maire de Madeleine par rapport à l'étude que nous avons pu réaliser chez eux et puis pour votre témoignage qui est très éclairant. Merci à vous pour votre travail. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin. À très bientôt. Passez une bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.